Bonjour, bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes, vous ne raterez rien, vous verrez tout de l'actu télé, radio, presse, web, en France et à l'étranger, c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, pour commencer, les toutes dernières nouvelles des médias qui, pour présenter le 20h d'M6, rumeurs et démentis. PPDA dans un clip de soutien à Ségolène Royal, histoire d'une manipulation, c'est dans Telenovela. Vous retrouverez le zapping de la semaine, vous avez rendez-vous avec nos critiques TV, cette semaine sur le grill, le nouveau programme produit par Alexia Laroche-Joubert sur France 2. Ils aiment, ils n'aiment pas et ils disent pourquoi. Notre tour du monde avec Christophe Beaugrand, c'est le Média Planète. Nous vous raconterons comment le candidat McCain a menti au présentateur David Letterman et comment celui-ci s'est vengé. Plus clair, à l'Elysée, notre envoyé très spécial s'est faufilé dans les coulisses des États généraux de la presse convoqués par Nicolas Sarkozy. C'était jeudi. Et bien sûr, nos invités, plateau spécial crise financière. Avec nous, le journaliste Jean-Michel Apathy. Il a reçu tous les acteurs de cette crise. Comment en parler? Les médias en ont-ils rajouté? Et puis caméra embarquée avec Laurent Wauquiez, un secrétaire d'État à l'emploi hyper exposé. Nous recevrons aussi Sébastien Coé. Cette semaine, la presse annonce la vente de sa société de production. Sur TF1, sa méthode se cherche. Il vient nous en parler. Mais d'abord, comme promis, les dernières nouvelles des médias. Le JT de Laurence Ferrari qui dévisse encore. Les rumeurs sur celui ou celle qui présentera le 20h d'M6. Et PPDA en plein meeting de Ségolène Royal, histoire d'une image détournée. C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, Vincent Dupuis et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Avec cette semaine, pour commencer, un navire qui tangue. Pas au mieux depuis son lancement, la Starac n'en finit pas de ne pas décoller. Seulement 18% de part d'audience en moyenne cette semaine, avec même un trou d'air mercredi à 17,2%. Un véritable camouflet pour Nikos et les élèves, pour qui la rue Charlot n'a jamais aussi bien porté son nom. De son côté, M6 se régale. À la même heure, un dîner presque parfait caracole en tête, 20% de part d'audience. Yves Bigot, producteur de la Starac, évoquait hier dans Le Parisien les solutions pour sortir de la crise. Fini la voix off et un recentrage de l'émission sur les élèves et leurs histoires perso. Espérons que ce sera suffisant. Mais TF1 n'est pas au bout de ses malheurs. Laurence Ferrari et son JT de la rédaction continuent à perdre du terrain. Mercredi soir, seulement 31,6% de part d'audience. Pendant ce temps, David Pujadas voit sa cote de popularité s'envoler pour venir talonner TF1. 24,3%. Il y a bien longtemps que l'écart entre les deux JT n'a pas été aussi mince. Le week-end dernier, Ségolène Royal enflammait le Zénith et recevait un soutien plus qu'inattendu. Et si vous étiez dans la salle, vous avez pu voir ceci. Les mêmes droits. Peut-être que nous n'avons pas la même apparence. Retraité du JT, PPDA aurait donc décidé de soutenir Ségolène Royal? Eh bien, pas du tout. Car PPDA n'était pas au courant de la diffusion de cette vidéo, réalisée il y a 2 ans pour mettre en image un poème de Serge Boumsong. À l'exception du réalisateur, les organisateurs du meeting n'avaient prévenu personne de la diffusion de ce clip et à aucun moment il n'a été précisé que ce film n'avait pas été tourné pour l'occasion. Les gens ne sont pas bêtes, ils savent très bien que les gens n'étaient pas là pour appeler PPDA ou d'autres personnes à l'intérieur n'étaient pas là pour dire votez pour Ségolène Royal. Limite tout de même. À 20 ans, avoir un 20h qui durerait 20 minutes, c'est le pari d'M6 pour janvier prochain. Mais qui présentera le 20h d'M6? Entre rumeurs et fausses pistes, c'est le secret le mieux gardé de France. Le Parisien pensait avoir un début de réponse en fin de semaine dernière. Harry Roselmack, le joker du JT de TF1 et présentateur de 7 à 8, serait en contact avec les dirigeants de M6. Seulement patatras, dimanche le JDD nous envoyait sur une autre piste, celle de Christophe Ondelat, dont la nouvelle émission sur France 2, vendredi 6 samedi, enregistre des audiences catastrophiques. Et quid d'Harry Roselmack? Eh bien, selon le JDD, il n'aurait même pas reçu le début d'un coup de fil. Alors lundi, sur le plateau de l'édition spéciale sur Canal+, on attendait les réponses de Thomas Valentin, le vice-président d'M6. Ça ne sera pas Christophe Ondelat. C'est sûr. On l'a dit, c'est sûr. Ce ne sera pas Christophe Ondelat. Il travaille sur une autre chaîne. Et une piste qui s'évanouit. 32 ans, toutes ses dents et une nouvelle formule à partir de lundi. Le loto, c'est la grosse cote du moment.
La presse télé ne parle que de ça cette semaine. Ce soir à 20h50, France 2 diffuse C'est votre chance, une émission spéciale présentée par Olivier Mine et Julie Taton, une jeune Belge qui débarque en France. L'émission est destinée à promouvoir une nouvelle formule du loto. Mais est-ce que cela justifie un tel programme ? C'est la question qu'on est allé poser à Nicolas Pernikoff, directeur des divertissements de France 2. Le Loto et France Télévisions, qui sont deux entreprises du service public, s'associent ensemble sur un événement, franchement, je trouve que c'est assez logique. Logique peut-être, mais est-ce que c'est vraiment service public comme émission ? Service public, ça peut être des émissions où, je dirais, on démocratise un peu la culture, c'est-à-dire qu'on rend la culture accessible au plus grand nombre, et à l'inverse, créer des événements. Je veux dire, est-ce que c'est l'émission de service public ? Ça fait partie dans cette ligne éditoriale des événements un peu festifs, comme l'est la fête de la musique. Bon, on espère que ça va être une belle fiesta. Un écrivain qui se met au cinéma, un critique qui a la dent dure et 2 ou 3 noms d'oiseaux. C'est le règlement de compte de la semaine. Ça ressemble à un western, en plus moderne, en plus efficace. D'un côté, Michel Houellebecq, auteur à succès et réalisateur d'un premier film, La possibilité du Nil. De l'autre, Jérôme Garcin, rédacteur en chef au Nouvel Observateur, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout aimé le film. J'ai dit le plus grand mal du film, La possibilité du Nil, et il semblerait qu'il n'accepte pas de jouer ce jeu qui est vieux comme la terre, c'est-à-dire d'être jugé par des critiques. C'était début septembre lors de la sortie du film. Depuis, Houellebecq n'avait pas pris la parole. Eh bien, il s'est rattrapé mardi matin sur Europe 1 face à Marc-Olivier Fogiel. C'est pas des gens que je respecte, de toute façon. J'ai toujours eu certains mépris pour Jérôme Garcin, par exemple. Au fond. Ah, carrément, vous le nommez personnellement. Ouais, c'est quand même un des auteurs les plus médiocres actuels. Et ce genre de propos, Jérôme Garcin, ça l'énerve. Et ça le rend limite méchant. J'ai pas de leçon à recevoir d'un exilé fiscal, richissime exilé fiscal, qui en plus écrit des chansons pour Madame Sarkozy. Juste une idée comme ça, avec des dialogues aussi percutants, pourquoi ils ne feraient pas un film tous les deux ? Des photochocs payés 50 000 €, c'est l'accusation de la semaine. Le 4 septembre, Paris Match publiait des photos du commando taliban qui avait assassiné 10 soldats français au mois d'août dernier. Des photos qui avaient ému l'opinion publique. Aujourd'hui, Jacques Millard, député UMP des Yvelines, accuse. Qu'est-ce que vous reprochez à Paris Match ? Il y a eu paiement pour les photos. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pose cette question. Et j'ai écrit au Premier ministre, je demande qu'on ouvre une enquête. Car si ces informations sont avérées, elles sont extrêmement graves. Selon le député, le montant total de la transaction serait de 50 000 €. Mais du côté de Paris Match, on réfute totalement cette accusation, jugeant ses propos scandaleux. Elle est en train de rédiger une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre M. Millard, qui est en mal de notoriété. Affaire à suivre et gardez les yeux ouverts. Tempête mondiale, lundi noir, réunion de crise, plan de sauvetage, angoisse, voilà ce que l'on a pu lire et entendre toute la semaine. La crise financière occupe la une de l'actualité. Alors les politiques nous ont-ils trop rassurés ? Les journalistes ont-ils exagéré ? Nous avons invité un observateur assidu, le journaliste politique Jean-Michel Apathy. Il a interviewé cette semaine les acteurs de cette crise et il est sur le plateau de Plus Clair aujourd'hui. Bonjour, Jean-Michel Apathy. Je voudrais, pour commencer, vous montrer un document. Les caméras de Plus Clair ont suivi toute la semaine un homme qui s'est retrouvé en première ligne. Laurent Wauquiez, il est secrétaire d'État chargé de l'emploi. Lundi, il devait donc commenter les très mauvais chiffres du chômage, mais c'est tombé le jour où les marchés financiers se sont effondrés et le marathon médiatique a commencé. Ministère de l'économie, lundi 18h, Laurent Wauquiez sort de la réunion de crise sur le chômage. Vous pouvez nous dire un peu où là par rapport à la... On va peut-être où est-ce qu'on fait la conférence là-bas. Là-bas. Et dès le début de la conférence de presse, le secrétaire d'État donne le ton. La situation des chiffres de l'emploi n'est pas bonne sur le mois d'août. C'est quelqu'un qui a l'air de bonne foi et qui en même temps maîtrise extrêmement bien le langage et la communication, quoi. Pour Laurent Wauquiez, le marathon médiatique a commencé. Vous allez où ? Merci. Vous allez où ? On continue. Cette semaine, c'est lui qui est chargé de communiquer pour le gouvernement. À peine la conférence de presse terminée, il a rendez-vous à France 3 pour le 19-20 d'Audrey Pulvar. Ça va bien ? Ça va, et vous ? Ça va, merci d'être là. Et Laurent Wauquiez retrouve son franc-parler. C'est un très mauvais chiffre. Moi, j'aime que les choses soient dites clairement.
C'est une situation qui est pas bonne. Tout le monde me disait, oulala, il y a des mauvais chiffres, fais-toi un peu discret. Je crois que quand on est dans le cœur de la tempête, il faut assumer et il faut de la même manière venir l'expliquer. Alors est-ce que Laurent Wauquiez s'en est bien sorti? Nous avons demandé à la présentatrice du 19-20 comment elle l'a trouvé. Peut-être un petit peu plus tendu que d'habitude, parce que c'est vrai que ce soir c'était son jour, c'est clair. Surtout que là il est vraiment en première ligne, c'est plus Christine Lagarde qui monte au front, c'est pas Xavier Bertrand, c'est vraiment lui. Mardi matin, Laurent Wauquiez est l'invité de France Inter. Dans la nuit, le Congrès américain a rejeté le plan de sauvetage de Wall Street. Le secrétaire d'État arrive à la radio plus fatigué que la veille, plus tendu, des notes à la main. Il sait que désormais, il va devoir répondre à des questions sur la crise financière. Il y a forcément des choses qu'on a actualisées, notamment sur la situation financière. On s'est appelé avec Christine Lagarde hier soir pour faire le point avec elle sur où en est la situation. Donc, voilà. J'essaye d'avoir le point le plus réactif possible. France Inter, Nicolas Demorand. Il est 8h20, l'invité de France Inter ce matin est le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez. On voit bien ces turbulences économiques. Vous venez d'évoquer la situation aux États-Unis. La France n'est pas protégée par magie. Je trouve assez singulier dans le paysage politique parce que il n'a pas encore totalement basculé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté d'une parole extrêmement maîtrisée. À midi, retour à Bercy. Laurent Wauquiez ne participe pas à la réunion avec les banquiers et les assureurs organisée par Nicolas Sarkozy, mais l'Élysée ne l'a pas oublié. Après sa prestation sur France Inter, il a le droit à un petit débriefing. Parce qu'à l'Élysée, à Matignon, on regarde, oui, en général, et on fait toujours un petit point après pour caler, surtout dans ces périodes-là. Donc là, on n'est plus sur de la communication qui est de la communication de crise. Mais pour préparer ses interventions médiatiques, Laurent Wauquiez n'a pas beaucoup de temps. Même en période de crise, il continue ses déplacements sur le terrain comme mardi à Saint-Ouen. Le lendemain, rendez-vous à Canal+ pour la dernière interview de la semaine. Bonjour, ça va? Ouais, toi. Très bien. Alors... le thème c'est crise internationale, on commence avec ça, la une du Canard, t'as vu? Ouais, sur la caisse d'épargne. Voilà, et ensuite évidemment le chômage avec les emplois aidés et l'Union nationale dont on vient parler de ce matin. On a fait un sujet là-dessus, donc on va faire, voilà. D'accord, ça marche. Tout va bien? Ouais, c'est sportif, mais c'est une période importante, quoi. Semaine difficile pour le secrétaire d'État qui a été bousculé par l'actualité. Avant d'entrer sur le plateau de la matinale, on sent qu'il accuse le coup. Laurent Wauquiez, donc, secrétaire d'État à l'emploi, est notre invité. Oui, il a eu la lourde tâche cette semaine d'expliquer que le chômage était de retour. 41 300 chômeurs de plus au mois d'août en France. L'angoisse monte autour de la crise financière. Bonjour. Laurent Wauquiez, bonjour. 8h30, fin de la semaine média pour Laurent Wauquiez. Allez, on vous embête plus, 2 questions de fin, et après ce sera fini. Là, pour l'instant, votre tournée médiatique de la semaine est terminée. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement ou est-ce que c'est un exercice qui vous plaît, finalement? Non, c'est un soulagement, parce que faut le faire. Mais maintenant, ce que je voudrais aussi, c'est pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, enfin, Laurent Wauquiez pourrait avoir de nouveau rendez-vous avec la presse la semaine prochaine. Je pense que le discours ou le message important de la semaine, c'était « les banques françaises sont solides ». Vos économies ne sont pas menacées. C'est ça qui est important. Alors justement, parlons des mots qui ont été utilisés cette semaine. L'affolement, on l'a dit, a gagné lundi, un lundi noir où les mauvais chiffres et les mauvaises nouvelles se sont succédés. Comment les journalistes ont-ils couvert cette crise et comment en ont-ils parlé? Décryptage avec Christelle Ploquin. Dans l'actualité ce soir, la crise financière frappe de plein fouet l'Europe et la France. Dans l'actualité ce soir, l'Europe est touchée à son tour par la crise financière. Début de semaine, les médias français ont commencé sur un ton pour le moins alarmiste pour parler de l'arrivée de la crise. Nous vivons une guerre où l'ennemi s'appelle la crise. C'est un ennemi qui attaque de tous les côtés, c'est un ennemi imprévisible. À part ça, les grandes tendances de la semaine dans le vocabulaire des journalistes, c'était d'abord la métaphore météo pour décrire le climat économique. La crise était un cyclone, un ouragan, un tsunami. Bref, tout ça, ça faisait beaucoup de vent. Et aujourd'hui, un vent de panique a soufflé sur les places européennes. La tempête financière a donc traversé l'Atlantique. Mardi, tendance à l'accalmie. Les traders ont l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Vous savez, ce moment très particulier où tout est calme, juste après la tempête et aussi juste avant peut-être une nouvelle tempête. Deuxième tendance de la semaine, l'effet domino. Peut-on craindre un effet domino sur le système bancaire en France? Et le pire, c'est l'effet domino. Les dominos, tout le monde connaît, c'est le principe de l'événement qui en entraîne d'autres en chaîne. Mais sur le plan financier, ça veut dire quoi?
l'effondrement des marchés boursiers, on le voit bien, la faillite des grandes banques américaines peuvent fragiliser toutes les banques. Il y a donc un risque de domino. Et enfin, dernière tendance, les journalistes et les experts ont quand même essayé de nous rassurer. Il faut rassurer quand même, je pense, les téléspectateurs. Face à cette contagion, Nicolas Sarkozy veut rassurer. À la sortie, le message se veut plutôt rassurant. Y a-t-il des éléments aujourd'hui qui permettent de croire à un accord qui pourrait rassurer les marchés ? Certains journalistes sont malgré tout restés sceptiques, comme Jean-Michel Apathy face au gouverneur de la Banque de France mardi. Le message que voulait faire passer Christian Noyer ce matin, c'est celui de « il ne faut pas être trop inquiet » ou « il faut être inquiet tout de même ». Il ne faut pas être trop inquiet. Nous connaissons les difficultés, mais il faut avoir une confiance totale, je dirais, dans la sécurité du système bancaire français. Quand le gouverneur de la Banque de France vous dit il ne faut pas céder à la panique, vous lui dites mais vous en êtes sûr, vous ne le croyez pas quand il vous répond ? Je sais pas en fait. Je pense que c'est mon travail de ne pas le laisser sur une première réponse. Je crois que ça fait partie de mon travail. Après ce que je crois ou pas moi, j'ai une opinion sur les choses. Je pense que le gouverneur de la Banque de France qui vient de dire que le système est plutôt solide, fragile parce que la tempête est forte, pour employer les métaphores météo, mais quand même qu'il y a un fond de solidité en France, je crois que c'est plutôt juste. Mais il n'empêche qu'il faut que je dise, mais c'est vrai, vous en êtes sûr, voilà. Il faut être un peu porteur des sentiments qui peuvent exister dans la population. Oui, mais c'est particulier justement, le sentiment dans la population, on le voit, c'est la peur. Donc, à travers nos questions... vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de queue dans les banques, il n'y a pas de retrait massif. Non. Je pense au contraire, pour le coup, que, pour parler de la France, la population française, pour l'instant, est plutôt calme, plutôt réceptive aux messages qui lui sont adressés. Et pour l'instant, le lien de confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui écoutent existe. Sur votre blog, vous y allez très fort. Si le Congrès refuse le plan Paulson, le système financier trépasse, l'économie se bloque, la récession paralyse le pays avant d'étendre ses effets mortifères à l'ensemble de la planète. Vous nous annoncez carrément la fin du monde. Pas la fin du monde, mais on ne se rend pas compte que si vraiment la confiance disparaît, c'est tout un système qui finance nos activités économiques qui se paralysent, et là c'est une catastrophe économique de très grande ampleur. Mais en disant cela, vous participez à la perte de confiance, vous nous rendez parano. C'est en 10 ans, du moins c'est ce que l'on espère toujours, c'est en étant au plus proche sans doute de ce qu'est la réalité qu'on peut donner confiance aux gens. Et ce qui paraît aujourd'hui solide peut disparaître. La banque Dexia qui disparaît, elle a été nationalisée. C'est une banque solide qui a des fonds propres importants et qui, une journée sur les marchés, manque de capitaux pour se financer. Par terre. C'est-à-dire que quelque chose qui est solide à 9h est tout à fait fragile à midi et disparaît à 18h. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Donc on ne va pas dire aux gens qui vous écoutent et qui donc vous font confiance, vous savez, c'est un petit truc passager, Vraiment, vous inquiétez pas, C'est mal les informer. Il faut spéculer aussi sur la maturité de ceux qui vous écoutent. Ils sont capables de comprendre votre discours avec des mots forts dedans, en le mettant malgré tout à distance. Quand on dit que c'est grave et qu'on est à 2 doigts de la catastrophe, on suggère que des gens travaillent pour éviter la catastrophe. Les journalistes sont aujourd'hui à la bonne distance, vous le pensez, dans cette crise? Globalement, là, dans le sujet que j'ai vu, par exemple, avec le recul, quand on entend les ouvertures des journaux de TF1 et France 2, c'est l'Europe touchée, la crise arrive, etc. Ils disent quelque chose qui est juste, donc ils sont à la bonne distance. Sur votre blog, je dis gros coup de gueule. Gros coup de gueule contre David Pujadas. Non, contre l'émission que projette de faire voilà. J'ai beaucoup de respect pour David Pujadas. Soyons précis. Il va présenter le 22 octobre sur France 2 une émission qui va s'appeler Les Infiltrés. C'est une émission de reportage d'un nouveau type qui est basée sur des reportages tournés en caméra cachée. Et ça vous met très en colère. De nouveau type, mais c'est un truc... Vous vous rendez compte, là, vous pourriez avoir quelqu'un dans votre équipe avec une caméra cachée, en train de filmer toutes les coulisses, ce qu'on s'est dit avant, ce qu'on s'est pas dit, voilà. Et puis, on diffuse tout ça. Enfin, le journaliste... Ça existe en Grande-Bretagne, ça s'appelle Undercover, et c'est diffusé sur la BBC, qui n'est pas une télé poubelle. C'est du journalisme poubelle, ça. Je sais pas si la télé est poubelle, mais ne pas être capable, dans une démocratie, de dire aux gens que vous avez en face de vous que vous êtes journaliste, et que donc les propos qu'ils tiendront sont susceptibles d'être livrés à la connaissance du public, ça c'est du journalisme poubelle. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est dégueulasse de faire ça. Vous parlez carrément de viol et d'espionnage. Vous y allez fort, de l'espionnage. David Pujadas, qui était sur notre plateau la semaine dernière, il s'en défend en disant tout simplement
simplement, ça a permis de mettre au jour des scandales très importants, des scandales dont on n'aurait pas parlé. Le principe, c'est qu'un journaliste avance à visage découvert. Un principe peut supporter des exceptions, mais les exceptions, ça doit être exceptionnel. S'il s'agit par exemple d'infiltrer un réseau de pédophilie parce que la question de la vie et de la mort sont posées, là je peux le comprendre. Mais s'il s'agit d'aller dans une agence immobilière, ou bien dans la rédaction d'un journal puisqu'on parlait de closer, ou bien dans une maison de retraite... Ça a été démenti. Oui, ou bien dans une maison... Oui, ça a été démenti, mais enfin l'agence CAPA a dit que les journaux à scandale, ça les intéressait. Voilà. Parce que enfin, au moins, ils sont prévenus, on peut faire de l'audience sur les journaux à scandale, vous comprenez. C'est dégueulasse les journaux à scandale, mais enfin, si on peut aller en filmer un bien cracra, on va y aller. Vous savez, vraiment, il faut trier. Si dans une maison de retraite, on a avec des caméras cachées, c'est quand même pas Beyrouth. Mais ça, vous dites ça a priori, vous l'avez... Alors, je dis ça a priori, voilà. Je dis ça a priori, j'en suis d'accord. Mais enfin, écoutez, on laisse passer tellement de choses, et puis quand on les a devant le nez, ben voilà. Là, je préfère le dire avant, parce que David Pujadas vous en a parlé sur ce plateau. J'ai vu un écho dans l'Express, et partout c'est la même chose. On cache la caméra pour pouvoir vous en dire plus. Eh bien ça, ce n'est pas du journalisme. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Restez avec nous à suivre après la pub et le zapping de la semaine. Critique TV, nos experts passent au crible le nouveau programme produit par Alexia Laroche-Joubert. Une surprise peut en cacher une autre. Média Planète, c'est l'actu média à l'étranger vu par Christophe Beaugrand. Vous retrouverez notre envoyé très spécial, notre cahier de tendance. Et puis dans un instant, notre invité Sébastien Coé, son émission, sa société de production. Quelle est sa méthode pour la rentrée? Il va tout nous dire. C'est juste après la pub. À tout de suite. Deuxième partie de Plus Clair. Dans un instant, Sébastien Coé, mais tout de suite, comme promis, le zapping. La nouveauté de France 2 cette semaine, c'est une surprise peut en cacher une autre. Émission produite par Alexia Laroche-Joubert. Alors ça donne quoi? Nos trois experts médias passent le programme sur le grill. Critique TV, c'est parti. Attention, ça peut faire mal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien. Une surprise peut en cacher une autre. C'est donc organiser une surprise à une personne anonyme. Voilà, une personne soi-disant méritante, parce que c'est un peu ça le pitch un peu de l'émission, quelqu'un qui se dévoue pour les autres. L'émission fonctionne sur une chaîne, puisque la personne à qui on fait une surprise choisira elle-même une autre personne qui organisera une surprise. Voilà, jusqu'à je ne sais où. Comme on dit d'un schnorr, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. C'est le retour de la télévision lacrymale, celle qui fait pleurer dans les chaumières. Lorsque Patrick Sabatier présentait Porte-Bonheur, vous savez, cette émission où il envoyait Marc-Olivier Fogiel taper à la porte des gens avec des cadeaux, des surprises. Le pompon, c'est peut-être Nathalie Vincent qui surjoue en permanence. Nathalie Vincent vagabonde dans le PAF depuis les années 96, une ancienne choriste, dont on retiendra qu'elle a surtout un rire exubérant. Elle est complètement dans une sorte d'hystérie complète, à courir, à hurler, à rire, mais elle rit tout le temps, c'est super, mais elle est complètement à côté de tout. C'est super. Pour moi, c'est une sorte de fric télévisuel. Alors, une bougie. Tout le suspense quand même fonctionne sur quand même des micro-événements absolument mais vains et évidents. Toutes les mises en scène dans une mauvaise mise en scène. On essaie de nous faire croire que c'est la réalité, que c'est vrai, que c'est nature. Demander à des gens de faire semblant d'être contents, joyeux, oui ou non? Rien, absolument rien n'est vrai. L'émission fonctionne sur un principe de surexcitation, d'agitation, de rapidité, d'efficacité. Les montages sont très cut. Donc il se passe toujours un truc, toujours quelque chose à l'écran. Par exemple, appeler la rédaction Info Bureau, voilà, ça crée une sorte de nouvelle action. Allô Marie? Oui, c'est moi. On recherche un traiteur du côté de Tumerie. Est-ce que tu pourrais nous faire ça? Le problème, c'est que cette agitation est complètement mais en surface et derrière, c'est un ennui abyssal qui gagne nos téléspectateurs. Il ne se passe rien. Quand Nathalie Vincent frappe à la porte des gens qu'elle est censée surprendre, il y a déjà un caméraman qui est déjà de l'autre côté pour prendre le contre-champ. Marilyn? Bonjour. Bonjour Nathalie Vincent, d'une surprise peut en cacher une autre. C'est totalement factice, c'est bidon. Personne peut y croire. Il y a quand même un univers qui se dégage de tout ça, qui est en gros l'idée que
le lien social en France est cassé et brisé et que la télévision, en l'occurrence France 2, serait là pour reconstruire ce lien. France 2 proclame que sans elle, la France est foutue. Les audiences ne sont pas au rendez-vous, 7% seulement sur les 2 premières journées. C'est moins que la série allemande Rex qui la précédait, qui était à 9%. Ça a marché, hein? Julien Courbet espérait beaucoup de cette émission. Il pensait que ce serait sa locomotive. Malheureusement, il devra se contenter d'un cheval de trait. Factice. Affligeant. Rendez-nous surprise de Marcel Béliveau et Georges Belair. Et vous, je vous donne rendez-vous dès demain. Salut. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Et ailleurs, on règle ses comptes sur les plateaux de télévision américains quand un candidat à la présidentielle plante David Letterman. Le présentateur se venge. Regardez comment, c'est dans Mediaplanet. Mediaplanet, c'est avec Christophe Beaugrand et c'est préparé par Adrien Rohard. Bienvenue dans Mediaplanet, toute l'actu internationale des médias en moins de 5 minutes. Alors qu'y a-t-il au programme cette semaine, George? These are good questions. And they deserve clear answers. Eh bien justement, voici la réponse. La Starac dans une prison, ça existe, c'est en Espagne pour réinsérer les détenus et en plus, ça marche. Les Anglais ont trouvé la méthode pour recruter de nouveaux soldats. La Royal Navy lance des blagues sur Internet et ça n'est pas une blague. Aux États-Unis, gros plan sur la nouvelle série dont on parle en cette rentrée, Fringe, et les nouvelles méthodes des publicitaires pour empêcher les téléspectateurs de zapper. C'est la crise dans tous les journaux du monde. On vous en parlera sans vous déprimer, promis. Mais d'abord, l'image de la semaine, celle de David Letterman qui s'énerve en plein direct. Vous savez, David, c'est la star des talk-shows aux États-Unis. Salut David. Il y a quelques jours, John McCain devait être son invité, sauf que le candidat républicain l'a planté au dernier moment. Yeah. But he had to cancel the show because he's suspending his campaign because the economy is exploding. Mais John McCain a menti. David Letterman l'a pris en flag, en direct, et il n'a pas hésité à le dire. Now we've just been told, here, take a look. Do we have it on the thing? This is going live. Hey, John, I got a question. You need a ride to the airport? Hallucinant, et tout ça se passe sur la même chaîne, CBS. The road to the White House runs right through me. C'est vrai ce que dit David Letterman, hein. Tous les politiques américains sont passés sur son plateau, et c'est là, justement, qu'un certain John McCain avait annoncé sa candidature, c'était en février 2007. Vous avez aimé X-Files? Eh bien, a priori, vous allez adorer la série Fringe, une équipe du FBI qui enquête sur des affaires mystérieuses sur fond de complot, et ça fait peur un petit peu. C'est la grande série de la rentrée sur la Fox, signée du créateur de Lost, et pour empêcher le public de zapper pendant la pub, Fox inaugure une nouvelle méthode, le teasing, pour vous faire patienter. Fringe will return in 60 seconds. Et la durée des coupures pub a même été raccourcie, une première à la télé américaine. C'est ce que nous explique ce journaliste de la revue Variety. They've cut back on the commercial inventory within their new shows. Only about 10 minutes of commercials per hour compared to 17 minutes for most shows. And the idea is we'll try to keep you watching it, give you less reason to go away from it. En tout cas, la série fonctionne après un mois de diffusion. Les audiences sont au rendez-vous, 14 millions de fans chaque semaine. Ce n'est pas un hasard si j'ai mis cette petite cravate de trader. Je vous rappelle que c'est la crise, et on peut le vérifier dans les journaux du monde entier. La crise au Brésil, the crisis dans les pays anglo-saxons, dit crise en Allemagne. Alors on a voulu voir comment titrer les news magazines sur le sujet. Il y a les pessimistes qui utilisent la métaphore du tourbillon comme The Economist, ou celle du trou comme Time Magazine, trou où finit un petit banquier. The New Yorker est un peu moins pessimiste. Le trou, on le voit bien, mais le banquier n'est pas encore tombé dedans. En plus, il y a une échelle. Il y a les métaphores plus ludiques, comme celle des montagnes russes en couverture de l'hebdo anglais The Week. L'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, ça remonte. Et puis Newsweek nous offre une lueur d'espoir avec son œuf cassé et ce titre. Ça n'est pas aussi grave que vous le pensez. Comment draguer la jeunesse britannique? La Royal Navy a trouvé une solution en lançant un site internet. On peut, pour s'amuser, envoyer un message personnalisé à des amis grâce aux soldats de sa gracieuse majesté. Par exemple, j'ai demandé à ces hommes de transmettre tout mon amour pour Charlotte. Et le site renvoie sur le portail de recrutement de la Royal Navy, pas mal pour avoir une image jeune et branchée. Mais alors en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a demandé au général Pontiès, qui s'occupe justement du recrutement des troupes. Bonjour mon général. Bonjour Christophe.
Alors un nouveau spot de l'armée de terre tourne en ce moment sur les chaînes françaises. Action, évolution. Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons. Et on peut le voir notamment le soir avant la Star Academy. Ça, c'est quand même surprenant, non? La Star Academy, si vous permettez, c'est une émission de grande écoute, particulièrement ludique. C'est du marketing, tout simplement. La cible, très clairement, de l'armée de terre, ce sont les jeunes de la tranche d'âge 17 ans et demi, 29 ans. Et par conséquent, j'espère que nous sommes modernes. En tout cas, c'est l'image que nous voulons donner. Mais au-delà d'une image, il s'agit bien d'une réalité. Oui, enfin, moderne, faut le dire vite, hein. Les Anglais ont quand même une longueur d'avance. Le ministère des Affaires étrangères britannique s'y met aussi, d'ailleurs, car désormais, il recrute directement sur Facebook ses futurs agents secrets. Oui, oui. Nikos pourrait-il en prendre de la graine pour rebooster la Star Academy? Voici en tout cas un concept espagnol assez étonnant. Ça s'appelle El Coro del Carcel, un concours de chant dans une prison. Les détenus sont filmés au quotidien, ils bénéficient même d'un coach vocal presque aussi bien coiffé qu'Armand Altaï. Escuchar bien la mélodie. Rio, 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 Rio. L'émission est diffusée sur la TVE, le service public espagnol. L'objectif, c'est de montrer une meilleure image de la vie carcérale. Pour cette deuxième saison, nouveauté, les détenus, hommes et femmes, chantent ensemble. Et effectivement, presque aussi bien qu'à la Star Academy. Qué horror. Qué horror. Muchas gracias. Écoutez, on va s'arrêter là. Allez, à la semaine prochaine. Sur TF1, sa méthode connaît des audiences en dents de scie depuis la rentrée. Cette semaine, la presse confirme une importante négociation autour de sa société de production, BioWare. Et si Sébastien Coé était à un tournant de sa carrière et s'il était en train de changer de méthode? On va lui demander. Sébastien Coé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ça fait plaisir. De Plus Clair. 6e saison de la méthode Coé. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est une émission qui dure. Est-ce que vous vivez une rentrée plus difficile que les autres? Non, je vais être honnête avec vous. Je crois qu'à la télévision, en ce moment, en tant que producteur, animateur, et je crois que même si on réunit les autres animateurs de toutes les chaînes, mes camarades et tout, je crois pas qu'on soit dans une période où il y a beaucoup de distribution de bons points. Voilà. La vraie réalité, c'est que moi, mon client, c'est TF1. J'ai qu'une envie, c'est que TF1 soit super content de ce que je fais. Moi, je suis ravi d'être sur cette chaîne. Ils sont contents? En tout cas, ils sont contents parce qu'on a pas mal de projets en développement, donc je pense que oui. Si vous voulez savoir très exactement s'ils étaient contents du premier résultat de la méthode, bien sûr que non. Vous croyez que j'étais content? Je me suis tapé un 27 ménagères, c'est la honte. On arrive avec la première émission, on a fait des succès tout l'été avec pas de vacances, on arrive, on se fait la rentrée, on se mange une mauvaise émission. Moi non plus. Accident de parcours. Mais moi non plus, je suis pas content. Ce qui est marrant, c'est que depuis, on a bossé comme des fous, j'ai pris des nouveaux auteurs avec moi, des nouvelles personnes, vous en verrez dans les semaines qui viennent de plus en plus. Justement, vous avez apporté des modifications à l'émission, à la méthode Coé depuis la rentrée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez gardé? La méthode de la méthode Coé, c'est en images avec Vincent Dupuis. Jeudi 4 septembre 2008, TF1. Dieu. Coé de retour, 6e saison. Pour remettre la lumière. Indéboulonnable. Alors comment fait-il? Comment ça tient en l'air? Recette de toujours, nouveauté toute neuve. Voici la méthode de la méthode Coé. C'est la méthode Coé qui démarre ce soir. Avec pour commencer les fondamentaux. Coé, c'est d'abord et avant tout Coé. Pas le profil du gendre idéal, plutôt celui du bon pote. Chef de bande, 4 heures d'enregistrement pour 2 heures d'antenne, showman. Mais Coé, c'est aussi l'employé modèle, jamais en retard d'une autopromo siglée TF1, Starac, Secret Story ou encore Koh-Lanta. La direction adore, les audiences pas forcément. Mais l'arme fatale de Coé, c'est les vannes. Plusieurs auteurs pour un style, potache ou pipi caca, c'est selon. Pétoman Forever. Voici donc la minute culturelle pour nos amis de Télérama, du journal Le Monde et de Libération qui regardent cette émission. Voici donc le beau Danube bleu de Strauss. Mais après 5 ans d'émission, pour le boss des deuxièmes parties de soirée de TF1, la rentrée 2008 exigeait un certain relooking. Avec pour commencer un tout nouveau sommaire. Ils sont fakirs, sourciers, pétomanes ou branleurs de canards. Ils pratiquent un métier pas comme les autres, c'est le dossier de la méthode. Et l'émission débute en fanfare avec un Coé version chemise plus blazer et édito d'humeur à la clé. La bourse, jusqu'à il y a quelques temps, c'était... Maintenant la bourse, c'est... Un billet à l'américaine, à la sauce Jay Leno, le présentateur du Tonight Show sur NBC. Cécile de Minibus, elle, est toujours présente. Mais son décolleté suit le cours de la bourse pour chuter dans des profondeurs abyssales.
Une manière peut-être de séduire un peu plus les invités, avec depuis septembre des hommes politiques, Jean-François Copé, Christian Estrosi, se sont déjà prêtés au jeu. Et puis il y a ce nouveau carré VIP, 2 personnes du public, choisies au hasard, et qui se retrouvent sous les feux des projecteurs, petit four et champagne en main. Ça s'appelle la télé participative. Alors je voudrais vous poser une question. Le mec il est super à l'aise, il y a depuis 10 minutes. Oui, absolument, oui. Reste qu'au milieu de toutes ces nouveautés, lui a disparu. Sans qu'on s'en aperçoive, sans rien dire, même pas un dernier bip. Le capteur n'est plus, le capteur est mort, alors vive le capteur. Ça vous fait rire encore le pétoman? Quand vous voyez, bien sûr que ça me fait rire. Je revendique mon côté pipi caca sans aucun problème. Et je vous assure que le pétoman, moi, ça me fera toujours rire. Et vous aussi, ça vous a fait rire. Et en même temps, voilà, j'aime aussi montrer que je peux m'intéresser à autre chose et que l'émission peut avoir multifacette. C'est ça qui est drôle. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Exemple, Emmanuel Beretta, le journaliste média du Point, il écrit « La méthode Coé s'étiole et semble vivre ses derniers feux ». Écoutez, moi j'ai eu, il y a 3 ans, je me suis retrouvé dans le bureau de Jean qui me disait « C'est fini ». Parce qu'on avait fait 2 ou 3 scores à 25. 25 il y a 2 ans, c'est pas un 25 de maintenant. C'était, on me disait c'est fini. Les gens, c'est la direction de TF1. Oui, j'étais quelqu'un. Oui, en plus, c'était Franck Firmin-Guyon qui y est plus, donc je peux le dire sans aucun problème. Qui m'avait reçu, qui m'avait dit c'est fini, on est dans une descente, ça décroche. Ça décroche. On vous reçoit, on vous dit ça décroche. Je dis bah non, je crois pas. Enfin, ça décroche. 3 émissions après, l'émission était en haut, alors on vous dit plus ça décroche, après on dit super. Mais ce mélange des gens, le côté potage, ça plaisait beaucoup à Étienne Moujotte, l'ancien PDG de TF1, qui vous avez voulu sur la chaîne, il vous avez fait venir pour ça. Est-ce que ça plaît autant au nouveau patron, Noz Paolini? Ça, je peux pas vous le dire, demandez-lui. Pourquoi vous ne l'avez pas demandé à lui? Parce que quand il est arrivé dans la chaîne, il a dit moi je veux plus de seins siliconés, je veux plus de trash. On sait que voilà, c'est pas trop son truc. J'ai pas eu un sein siliconé, j'ai eu un pétomane. Il n'a pas dit je ne veux pas de pétomane. C'est pas trop son truc, on le sait. Que vous savez comme moi, je fais ce que la chaîne a envie de faire. Vous vous doutez bien qu'avec tous les services de magazine, si vraiment il y avait pas, on veut pas de pétomane, on veut pas un sein nu, en avant, il y aurait eu des gens au magazine TF1 qui me diraient Coé, t'es gentil. Pas cette semaine, pas tout. Tu sais, ça se prépare aussi comme ça, l'émission, ça se prépare avant avec la chaîne. TF1, c'est une chaîne qui m'a permis un truc, de faire des formats un peu fous, qui auraient peut-être jamais eu leur place. L'année dernière, on vous a laissé essayer la quotidienne, ça a été un échec. Est-ce que vos rapports de force ont changé depuis avec TF1? Non, mais regardez en un an, le nombre d'émissions qui sont arrivées qui n'ont pas marché. Beaucoup. Et y compris depuis septembre. Mais quand je dis pas marché, c'est pas marché. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une chaîne se fâche ou s'énerve ou change ses rapports avec des producteurs? La quotidienne, l'erreur que l'on a fait, c'est d'arriver, je pense, avec un format qui n'était pas un format. Vous savez, la télé à cette heure-là ou à 18h fait des jeux depuis des années où on gagne 1000 euros, 1 million d'euros. Nous, on est arrivé en disant Coé va relever des défis. Donc c'est votre erreur ou celle de TF1? Non, c'est mon erreur. Ouais. Cette semaine, Le Figaro annonce le rachat de BioWare, donc votre société de production, par Stéphane Courby, qui est l'ancien patron d'Endemol France, qui produit la Starac notamment. Est-ce que c'est fait? Non, on discute depuis longtemps avec Stéphane. J'ai discuté avec pas mal d'autres. Nous, on croyait que c'était fait pour ne rien vous cacher. Non, moi j'ai discuté avec pas mal d'autres gens. Oui, pourquoi? Parce que, par exemple, le staff de Stéphane Courby est déjà venu assister plusieurs fois à l'enregistrement de la méthode. Donc, ça veut dire que le staff? Vous avez vu un staff, vous? Vous me direz où ils étaient, parce que moi, je les ai pas vus. Mais vous savez, vous pouvez aussi inviter des gens. J'ai invité des gens de banques qui voulaient investir dans ma société. On n'en a pas parlé pour autant. Et je me dis peut-être que pour les années qui viennent, on est peut-être plus fort à deux pour aller dans pas mal d'autres choses, faire encore plus de formats pour le net, pour le mobile, peut-être un jour avoir un diffuseur, peut-être un jour s'ancrer dans une radio ou peut-être, je sais pas, réfléchir au futur. Vous pesez 22 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce que vous avez déjà parlé chiffres? Combien vous propose-t-il pour vous racheter? Fortune, mais je vous rachète des tables comme ça, je vous les empile chez moi. En millions d'euros, ça fait combien? L'argent, vous savez, moi j'ai pas de honte avec l'argent. En revanche, je vous dirai pas combien, ou Stéphane, avec combien on a discuté, et avec d'autres combien, parce que c'est indécent, puis c'est secret. Ça, je vous le dirai pas. Le plus beau deal entre 2 personnes, c'est plus se taper dans la main que de signer 9000 documents. Vous êtes tapé dans la main avec Stéphane Courby? On va dire qu'on s'est serré la main. Vous vous êtes tapé dans la main, c'est fait? On se tape pas dans la main. Mais si c'est fait, ce serait annoncé. Pourquoi je le dirais? Pourquoi? C'est fait, vous vous êtes tapé dans la main. On s'est serré la main. Mais quand on se la tapera, vous voulez être là quand on se tape dans la main? C'est fait, mais vous êtes déjà là en train de me le dire. Mais non, je vous dis la vérité. Je vous le dirai. Si c'était fait, je vous dirais, écoutez, je suis
j'ai pris des sous, je suis content, quelle belle association. Et voici, je vous présente Stéphane, et on va faire plein de choses. Eh bien, bien sûr que vous viendrez nous le dire à nous. Mais si vous voulez que je vous le ramène, et que la prochaine fois je vous présente Stéphane, d'ailleurs il est à peu près comme ça, physiquement. Avec grand plaisir. Je dirais, il est là, et on va faire plein de choses ensemble. Amenez-le et venez nous l'annoncer sur le plateau de Plus Clair. Ça nous fera plaisir. TF6 fin novembre, la folle route vers Saint-Tropez avec Magloire et Vincent McDoom. C'est un programme que vous allez produire. Je vous propose de regarder quelques images de la bande-annonce. Mais il faut absolument trouver l'esthéticienne là. Mais c'est une obsession, oui, t'as du poil aux pattes. Et alors, on va l'enlever. Eh ben c'est bien calme chez vous quand même. Mais va te faire voir. Va voir si je suis pas ailleurs. Ça me plaît. Je suis en train de préparer du docu parce que ça me plaît. De commencer à mettre des équipes qui vont travailler sur du documentaire. Oui, c'est une autre forme de travail, mais je trouve que la télé de demain, c'est de dire, si on veut bosser avec Coé, on sait qu'il peut nous amener de la série, du divertissement, du prime, de la fiction. Moi, je préfère amener beaucoup de choses et que les gens en face de moi disent, on va vous prendre ça, un peu de ça et un peu de ça, que de dire, je sais faire que la méthode Coé. En attendant, on vous retrouve tous les matins aux commandes de la matinale de Virgin Radio. Ça, c'est un plaisir aussi. Ouais, vous dites, les gens me suivent quand je change de station. Donc, la marque Coé, c'est le succès. Coé à la radio, c'est le succès assuré. Non, là, il n'y a jamais de succès assuré. Je m'amuse tous les jours, mais comme un môme, parce que j'ai bougé pas mal de choses dans l'émission. Et oui, je croise les doigts pour qu'il y ait encore plus de gens qui écoutent le matin Virgin, et que si les gens qui pouvaient m'écouter avant puissent ne serait-ce que la moitié ou un quart basculer et venir, je serais ravi. On se lève tôt, c'est aussi pour qu'il y ait du monde qui écoute. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes à un tournant ? Oui, je pense que... Non, je ne vais pas dire un tournant, je pense plutôt à un aiguillage. Aiguillage. Un tournant, ça veut dire vraiment, c'est un gros truc, c'est un gros virage. Ça dépend le tournant, vous allez me dire. Non, je pense que c'est un moment où je me retrouve à prendre autant de plaisir à être producteur qu'à être animateur. Est-ce que globalement j'ai l'air malheureux ? Ah, mais c'est moi je suis... Est-ce que je suis moins tendu ? Vous faites les questions maintenant. Est-ce que je suis moins tendu que mes collègues qui sont venus ces dernières semaines chez vous, qui étaient tendus, hein ? Vous avez l'air en pleine forme. Comme des petits slips, hein, Vous avez l'air en pleine forme. Ils ont tous fait des déclarations qui ont été reprises dans la presse et machin. Vous êtes fait une pub début septembre, vous ? Non, c'est con, j'ai pas fait de gros titres, j'ai pas fait de grosses déclarations. Ben non, voilà, vous venez avec le sourire. J'ai pas dit de mal de TF1, j'en dis que du bien. Embêtant quand même. Merci beaucoup en tout cas, Sébastien Coé, d'être venu nous en parler sur le plateau de Plus Clair. Merci à vous. Et bon courage. Et les états généraux de la presse, c'est un peu comme le Grenelle de l'environnement, mais pour la presse. Ça s'est passé jeudi à l'Élysée. Tous les grands patrons du secteur étaient réunis autour de Nicolas Sarkozy. Alors, forcément, notre envoyé très spécial s'y est précipité. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence. Waouh, à l'Élysée. Jeudi matin, Nicolas Sarkozy a ouvert les états généraux de la presse écrite devant 500 journalistes. L'avantage, il suffisait d'une carte de presse pour entrer dans le palais. L'inconvénient, toutes les caméras devaient rester dans la cour, barricadées derrière un périmètre de sécurité. Bon, super. Pour quand même écouter le discours du président, j'ai été obligé d'abandonner mon équipe dehors. Je suis heureux de vous accueillir au Palais de l'Élysée pour l'ouverture des états généraux de la presse écrite. Des journaux plus solides, plus de lecteurs, une meilleure distribution. Les états généraux, ce sera 2 mois de discussion pour réformer une presse en crise. Elle doit être rentable, la presse. Au fait, cette belle image du président derrière son pupitre, c'est la cassette officielle fournie par l'Élysée. Sinon, j'ai dû retourner dehors pour interviewer les confrères. Alors, convaincant le président ? Pour une fois qu'on pense du bien de lui, ça tombe bien, il nous parle de la presse écrite. Non, je pense qu'il a fait un diagnostic qui était complet, qui était total, qui était franc. Tous les mots qui fâchent, les tabous ont été mis sur la table. Excusez-moi de vous dire ça, on ne redynamisera pas cette presse si on met pas les journalistes au centre de ces assises. Il y a une tonalité qui me déplaît, moi, c'est la suspicion vis-à-vis d'Internet. Et figurez-vous que ces interviews, c'est pas si facile. Il faut donner de la voix. Monsieur Dassault ? Bah oui, Serge Dassault, le propriétaire du Figaro. C'est bon, il vient vers nous. Oui. Avoir le bras résistant. Accepter l'échec. Savoir s'incruster près des confrères, tout ça pour poser des questions essentielles. Monsieur Lefebvre, c'est un peu la journée des journalistes à l'Élysée aujourd'hui. Pourquoi les caméras de télé rentrées, c'est un peu injuste. Bah écoutez, on est heureux de venir vous voir. Monsieur Dassault, et nous on est malheureux d'être dehors. C'est vrai ? Pourtant il fait bon dehors. Non, il fait froid. Et au bout d'un moment, rester parqué derrière cette corde, c'était plus possible. J'ai juste interviewé Monsieur Veil. Ma cible, c'était le patron d'RMC, BFM et La Tribune. Est-ce que je peux aller chercher Alain Veil ? Voilà, maintenant je l'ai raté. Bon, là, c'était un peu trop pour le service de sécurité. Résultat, la punition. Même plus le droit de retourner à l'intérieur. D'accord, je rentre plus du tout.
Bon, à ce stade, il n'y a plus grand-chose à faire, à part un résumé de ces états généraux de la presse. Sur 10 journalistes interviewés, 4 ont trouvé le président super convaincant, 5 ont déclaré « j'attends de voir » et 1 a dormi pendant tout le discours, mais je vous dirai pas qui c'est. Voilà, vous retrouverez notre envoyé très spécial Raphaël Bayot la semaine prochaine. Paris, sa tour Eiffel, ses avenues, la capitale a toutes les sauces cette semaine à la télévision. Ce qui est in, ce qui est out, c'est le cahier de tendance de Plus Clair. Mathieu Droit. Et on commence ce cahier de tendance avec une petite touche parisienne. Et oui, car le in dans les émissions cette semaine, c'était de nous servir du Paris à toutes les sauces. Samedi chez Thierry Ardisson avec cette petite tour Eiffel qu'on a retrouvée de manière subliminale dans le générique de Sa Balance à Paris, toujours samedi, et dans celui de la série Seconde Chance dès lundi sur TF1. Et allez donc. Mais c'est la Starac qui a fait le plus fort, avec carrément une tour Eiffel sur le plateau, et aussi une dans le confessionnal. Et bah ça va les moyens. C'était aussi la fête de l'Arc de Triomphe chez Nikos. Jaloux car Zéro lui a piqué son plateau dès mardi, tranquille. Enfin, Direct Poker sur Direct 8 nous a fait la totale, Arc de Triomphe, tour Eiffel, obélisque, et avec des cartes s'il vous plaît. Bon, Paris c'est bien beau, mais ça manque pas un peu de ch'ti ? On reste à Paris où se tient actuellement la semaine de la mode, ou Fashion Week si on veut se la jouer un peu. Du coup, la top tendance dans les magazines, c'était de lancer des défis un petit peu débiles à nos mannequins. Et en talons aiguilles, s'il vous plaît. Premier défi soft dans elle, allez, on descend cet escabeau avec les mains sur la tête pour voir. Le Figaro Madame en a rajouté une couche avec une échelle, à descendre les yeux fermés, et plus vite que ça. Libération Next a demandé à Laura Smet de danser la tectonique sur des tambours à 50 mètres de hauteur. Normal quoi. Vogue proposait à ce mannequin une partie de golf en talons, allez, au revoir les chevilles. Et pour finir, toujours dans elle, si tu pouvais nous taper un sprint dans le sable avec tes talons, tu serais notre idole. Mission acceptée par toutes et sans rechigner, enfin presque. Aïe, ça doit faire mal ça. Pour être in cette semaine à la télé, il fallait faire parler de soi grâce à sa cravate. Samedi dernier, Laurent Delahousse a oublié d'en mettre une, à faire régler dès le lendemain. Dimanche, Guillaume Durand s'est fait piquer sa cravate par Bonaldi. Au passage, c'est pas du tout là qu'il faut la mettre. Patrick Sébastien, lui, s'est débrouillé avec les moyens du bord. Lundi, dans l'édition spéciale, Nicolas Domenac était jaloux de la cravate d'Ariel Wiesman. Pas de changement de cravate pour Jean-Pierre Pernaut entre combien ça coûte et son trésor, sympa. Le père s'est fait ovationner pour sa cravate. Faut dire qu'elle est super belle. Enfin, dimanche, l'image de la semaine au JT de France 2, Carlita lançant un message à son mari. Ah oui, en effet. Le out de la semaine, c'était de passer à côté de High School Musical 3, qui était la véritable tendance média de la semaine. Enfin, je me comprends. Des fans hystériques à vous faire oublier Tokyo Hotel, une conférence de presse sur les Champs-Élysées et un passage télé au Grand Journal. À ça, on est rapido passé de la crise économique mondiale à la crise d'hystérie tout court. Tout ça pour une série américaine adaptée au cinoche avec une bande de jeunes qui chantent en jouant au basket, font des glissades dans des couloirs et éteignent la lumière en claquant des doigts. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, vous n'êtes pas prêt d'être out. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Merci Plus Clair. Voilà, Plus Clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous même endroit, même heure, samedi prochain. C'est en clair et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.